Voilà, alors bonsoir à toutes et à tous. Il m'a été demandé un petit peu au débeauté d'animer ce débat, donc je vais tenter de le faire avec vous, puisque j'aimerais bien qu'on ait un temps de questions-réponses vers la fin de cette séance qui devrait être levée logiquement à 18h45. Donc notre temps est compté. Le thème de ce débat est l'université de demain et la pensée mosaïque chère à Abraham Moll. Je crois que c'est le bon moment maintenant, en cette fin de première journée de ce colloque, de se poser cette question de l'université. Nous avons donc deux débatteurs, enfin deux personnalités de premier plan pour répondre aux questions que je vais tenter de circonscrire. Madame Catherine Trotman, donc vice-présidente de l'Eurométropole, et Monsieur Michel Deneken, qui est président de l'université qui nous accueille aujourd'hui, dans laquelle nous avons ce débat et ce colloque qui avance et qui est très intéressant, hein, qui en fin de journée, on a un bilan déjà à faire qui est très intéressant. Alors, je n'ai pas beaucoup de légitimité pour animer ce débat. Je ne suis pas un spécialiste de l'université, je suis sociologue et je ne m'en excuse pas. Mais j'ai simplement peut-être deux petites choses que je pourrais dire. C'est que j'ai commencé comme professeur assistant d'Abraham Moll dans l'université Louis Pasteur, ici même, il y a maintenant une quarantaine d'années, un petit peu moins, 35 ans. Et ensuite, au bout de 5 ans, j'ai démissionné et je suis rentré dans le privé. Donc c'est un parcours un peu inhabituel. Et j'ai créé mon entreprise. Et j'ai dirigé cette entreprise, l'Institut Médiascopie, jusqu'à l'année dernière. Mais pendant les 10 dernières années, j'ai enseigné à Paris 1 Sorbonne, en Master 2, la communication politique et publique. Donc je connais l'université plutôt en tant qu'intervenant, avec au milieu un parcours de chef d'entreprise. Le débat sur l'université de demain et la pensée mosaïque, je vous propose, madame et monsieur, d'aborder peut-être, au-delà des thèmes que vous voudrez bien mettre sur la table de vous-même, bien sûr, c'est possible, d'aborder quelques sujets, 4-5 sujets. Alors, le premier sujet qui me paraît important, c'est la question du rapport de l'université à son environnement. C'est évidemment la question à l'intérieur de l'université du rapport entre les sciences dures et les sciences humaines, question qu'on a commencé déjà de tracer aujourd'hui. Cette méfiance qui a existé, qui existe sans doute encore entre ces deux domaines. Moll était un passeur et à ce titre, il nous interpellait déjà et le colloque aujourd'hui nous interpelle sur cette question. Mais c'est la question, au fond, le rapport d'université à son environnement. Est-ce qu'elle doit être demain un écosystème décloisonné dans ses disciplines, décloisonné dans ses relations avec les parties prenantes, notamment le monde non académique, décloisonné dans ses relations avec un monde apprenant aujourd'hui énormément élargi par le biais d'Internet, par exemple. Donc, est-ce qu'elle doit être un écosystème ouvert, décloisonné? Jusqu'où peut-elle être décloisonnée? Je pense que c'est une question qu'on va pouvoir aborder. La deuxième question, c'est une question démographique. La démographie, est-ce qu'elle est dans notre pays? On a aussi énormément et de plus en plus d'étudiants, et c'est formidable qu'ils nous viennent de pays voisins ou de pays lointains. Les amphithéâtres se remplissent, débordent. 80% d'une classe d'âge à l'université, c'est une ambition qui est souvent affichée. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que, on pourrait dire, sans malice, est-ce que 80% d'une classe d'âge a la possibilité intellectuelle d'aller à l'université et d'y trouver satisfaction? C'est une deuxième question que je voudrais qu'on aborde ce soir. Il y a une troisième question qui est le rapport, évidemment, de l'université à l'économie et à l'entreprise. C'est le rapport à la vie réelle, c'est-à-dire au métier. C'est la question de l'utilité de l'université. Vous avez tous en tête, j'imagine, cette phrase du MEDEF récemment qui se demandait, voire même qui affirmait que si le chômage est à un si haut niveau, c'est la faute à l'éducation nationale, qui n'a pas su former les élèves au métier.
d'aujourd'hui et de demain. Donc, c'est un peu abrupt, je dois le reconnaître. C'est la question de l'adaptabilité des sciences humaines aux entreprises, notamment, puisqu'on est là pour parler de l'Abraham Moll. C'est une vraie question, cette question du rapport à l'économie, de plus en plus. Et puis, elle débouche sur une quatrième question, qui est le rôle de l'université dans l'attractivité d'une métropole. Et dans l'attractivité, plus généralement, d'un territoire. J'ai projeté ce matin une image extraite de l'enquête que l'Institut Médiascopie avait réalisée sur les mots de Strasbourg, capitale européenne. Je vous ai projeté la slide où l'on voyait que le premier facteur d'attractivité, c'était aux yeux des habitants de la communauté urbaine l'université de Strasbourg, que parmi l'ensemble des acteurs testés, c'était évidemment pas les hommes politiques, les députés, ni les fonctionnaires européens qui étaient jugés comme les plus importants demain ou les plus positivement accueillis aujourd'hui. L'acteur plébiscité, tant aujourd'hui en termes de satisfaction que demain en termes de rôle, c'était les étudiants. Donc c'est une bonne nouvelle pour l'université, et ça pose la question, dans le prolongement du rapport à l'entreprise, du rapport au territoire, est-ce que l'université est une variable de l'attractivité économique, ou est-ce qu'elle doit être autonome par rapport à cette attractivité économique? Ça, c'est un vrai sujet, me semble-t-il. Et puis, il y a une dernière question, peut-être, que je voudrais ajouter. C'est la question... Il y a deux dernières questions, pardon. La question du numérique, le big data. On sait qu'aujourd'hui, les MOOC, les tutoriels se développent. Je crois qu'il y a ici, à Strasbourg, une plateforme Moodle, notamment, qui est une véritable vague de fond qui se développe très fortement. Donc tout ce qui va permettre, via Internet, d'accéder à des enseignements, nouvelles manières, c'est très très important. Ça pose la question ça permet l'accessibilité de la connaissance peut-être à de plus larges publics, à des publics qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont immobilisés pour différentes raisons. Donc ça, c'est une question qui me paraît incontournable, la question des supports de l'université, des MOOC, oui, peut-être demain des robots, je ne sais pas, on pourra se poser la question. Et puis, une dernière question que j'aurais envie d'ajouter, qui est le rapport de l'université aux nouveaux médiateurs, plus exactement aux nouveaux sachants. Et j'ajouterais aux nouveaux charlatans du savoir. Comment l'université peut-elle lutter face aux nouveaux obscurantismes de la pensée, à l'ère de la post-vérité, on en parlait ce matin, à l'ère du fake news? On a cité ce matin l'exemple des vaccinations. Je crois que c'est Jean-Marie Laine qui a abordé ce sujet. Comment résister donc aux nouveaux obscurantismes? Est-ce que l'université, et je crois qu'elle l'est, est ébranlée dans ses fondements, elle aussi, par ces obscurantismes, ou bien est-ce qu'elle est le dernier refuge de la vérité par la connaissance? Les enseignants sont contestés, y compris universitaires. Donc là, il y a une vraie question de fond qui me paraît nécessaire d'aborder. Et puis, d'une manière générale, la question de la destination. Où va-t-on, hein? Quelle université demain? Commençons par Strasbourg, par l'Eurométropole. Quelle université dans 10 ans, hein, ou dans 20 ans? On peut se fixer des échéances différentes. C'est la question de la destination et par conséquent la question du trajet que vous allez opérer, que vous proposez d'opérer pour atteindre cette destination. Voilà, madame, monsieur, les questions qui sont sur la table. Si vous avez d'autres sujets, n'hésitez pas. Qui veut commencer et par quelle question voulez-vous commencer? Madame Trottmann. Alors, je ne vais pas commencer par une question que vous avez posée. Je vais commencer par une question que je me suis posée. C'est la façon, d'abord en relisant des textes d'Abraham Moll, et en particulier la notice qu'il avait écrite dans notre magazine, Strasbourg Magazine, sur Strasbourg, et qui va me permettre de parler de l'université. Je me suis demandé, comme ancienne étudiante qui n'avait pas suivi les cours et qui le regrette vivement, d'Abraham Moll, au fond, en quoi le parcours de ce scientifique éminent, de ce penseur, avait été anticipateur, influenceur, et comment aujourd'hui nous étions en écho de ces analyses. Pour moi, c'était d'abord, au fond, la première question, si vous me permettez de rapporter celle que je formule à celle que vous formuliez, en quoi une université est indispensable, y compris à une élue politique. Elle est indispensable à réfléchir
à être contesté et à penser. Et pour moi, Abraham Moll, que je relisais dans certains passages de son œuvre, continue d'être, au-delà du passeur, ce qui peut-être pourrait être aujourd'hui recherché dans son œuvre, comme une pensée l'imprécis est un terme que j'entendais tout à l'heure et qui est très connoté. Nous parlons beaucoup de transformation, nous en parlons mal, mais c'est une pensée de l'instable, de l'incertain, et c'est particulièrement adapté à notre temps, et je vais en dire un mot par rapport à l'expérience qui a été la mienne sur le plan culturel, au moment où j'étais ministre de la Culture. Alors, ce qu'il dit de Strasbourg, très rapidement, c'est que dans cette notice, Strasbourg, 350 000 stéréotypes. Quand j'ai vu son texte, puisque le jeu, c'était on invite une personnalité à écrire un édito, bon, et il a écrit 350 000 stéréotypes. Mes collègues, je ne vous dis pas, au conseil municipal me disent « Mais en fait, pourquoi tu as demandé à Abraham Moll d'écrire que tous les Strasbourgeois sont des stéréotypes ?» Lecture premier degré, totale, terrible. Mais je relisais ce texte, que je trouvais tout à fait délicieux, parce qu'il dit, à un moment donné, deux choses. Je vais les évoquer avec vous et vous allez comprendre après. Les Alsaciens pensent que Strasbourg s'étend partout où l'on voit la flèche de la cathédrale. Autrement dit, nous avons un repère et peu importe l'espace de la commune ou de l'agglomération. Qu'est-ce qu'un espace ? C'est d'abord aussi un penseur de l'espace. Est-ce que l'espace est l'espace borné ? C'est une question européenne par excellence, lorsqu'on a voulu abolir les frontières. Est-ce que l'espace est défini par la séparation ? Ou est-ce que l'espace est défini, comme le disait Calvino à propos des villes invisibles, par les traversées ? Et dans ce cas-là, quel est l'espace dans lequel nous sommes ? Puisqu'il dit un peu plus loin dans ce texte, à propos de Strasbourg, qu'elle est la capitale de la mentalité frontalière. Et il rajoute, entre parenthèses, oui, ça existe. Qu'est-ce qu'un espace qui intègre la frontière ? Il est nécessairement plus étendu que la limite classique de la définition administrative ou politique qui peut être la sienne. Cet espace est forcément pour moi, en tout cas, un espace de pensée. L'université s'adresse à une communauté intellectuelle et scientifique qui n'a pas de frontières. Donc, l'université à Strasbourg est un élément d'expérience et de fondation du rôle européen de cette ville. En même temps, qu'est-ce que signifie pour une université d'être placée sur une faille ? Parce que nous ne sommes pas simplement à la frontière. Ces derniers temps, on la réexpérimente davantage, rapport aux mesures de lutte contre le terrorisme et des contrôles d'identité, mais nous sommes sur une faille. C'est à Strasbourg qu'a été tenue la thèse sur les plaques tectoniques. Nous sommes dans cet espace qui est un espace de tension, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle l'université a eu ses instruments de mesure des phénomènes de séisme. Nous sommes dans une zone qui est par excellence incertaine et qui peut être dans un temps long marqué par une certaine forme d'instabilité. En même temps, nous sommes au cœur, je dirais, de ce qui a été de tout temps une caractéristique de cette région. C'est une région de flux. De flux parce que nous avons un fleuve et une rivière, de flux parce que nous sommes une ville portuaire, de flux parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une économie de flux. C'est-à-dire flux de marchandises, mobilité des personnes et des biens, flux financiers, flux des capitaux, si vous voulez, et en même temps aussi flux des données. Ceux qui ne sont pas pris dans les flux sont hors, je dirais, de cette économie. L'université est aujourd'hui une université. Excusez-moi, Monsieur le Président, mais est-ce que vous acceptez que j'en parle peut-être un tout petit peu plus, puisque c'est la question, et c'est pour moi là. Oui, c'est mon alma mater. C'est certainement ce lieu où j'ai l'impression d'avoir, au fond, reçu une deuxième naissance, à part celle de mes parents, mais j'habitais à côté de l'université, donc j'avais mon jardin dans les jardins de l'université.
l'université a eu en projet depuis quelques années d'être trinationale. Je n'en dirai pas plus. Elle est aujourd'hui un campus universitaire européen. C'est-à-dire qu'elle se constitue en tant qu'institution sur un territoire transfrontalier, dans une pensée automatiquement composite, en quelque sorte, on disait mosaïque, mais en tout cas qui ne peut pas se résumer ni à une seule influence, ni à une seule langue, ni à un seul héritage. Voilà ce que je dirais du lien entre Strasbourg et son université. Il est, profond, intrinsèque à la ville. Mais il y a une faille, dites-vous. Mais il y a une faille. Laquelle ? La faille, je pense que c'est ce que nous expérimentons par la recherche scientifique et par ce que Moll a voulu défendre avec beaucoup de critiques, la créativité et l'innovation. Nous avons, avec l'université, choisi de faire un cheminement sur la recherche en matière d'innovation. Pas seulement l'attractivité, qui est un élément assez évident, je dirais, dans la réputation de l'université, qui a autant de doctorants, de thèses, de prix Nobel. Je dirais qu'elle a tous les critères pour être attractive. Ce qui m'intéresse dans une université, c'est à la fois la transmission du savoir, c'est son caractère intergénérationnel, et ce qui m'a intéressé dans le parcours d'Abraham Moll, ce n'est pas l'interdisciplinarité, c'est le fait qu'il a traversé les disciplines. Et traverser les disciplines, personnellement, je l'ai recherché en théologie, ce qui est quand même une caractéristique, au moins, qui peut nous lier. Théologie catholique, théologie protestante, vous voyez, on se partage bien. On parle de faille. On parlait de faille. Bon, on pourrait dire la réforme, la contre-réforme, on ne veut pas aller plus loin. Bon, en tout cas, l'université est une histoire aussi de la pensée. Et ce qui est difficile dans une ère géographique de double culture, c'est de pouvoir, dans chacun des deux pays qui a influencé les références fondamentales, de faire reconnaître, je dirais, l'apport de ces deux cultures. D'accord. Et l'impensé d'une vallée rhénane qui a été, au fond, un lieu certainement de parcours et de transport, mais aussi un lieu attractif pour l'humanisme, les penseurs de l'humanisme, pour l'accueil des bannis de la Réforme, pour la suite, on est dans l'année Luther, de la guerre des paysans qui a été le terreau, ensuite d'une révolution ratée, mais qui était fondée sur les droits de l'homme, ce que Engels avait appelé une révolution républicaine, donc automatiquement ratée. Okay. Voilà, donc c'est aussi dans une ville qui a choisi de ne pas se conformer strictement, peut-être parce qu'elle avait une tradition de ville libre, à une définition commune et classique de la cité, de se référencer à la déclaration, à la Convention européenne des droits de l'homme, qui est pour nous une obligation, je dirais, presque ontologique dans la définition de ce que nous pouvons être. Liberté de penser, liberté de chercher, etc. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Monsieur Donneken, cette définition d'une université dans un espace frontière qui, au fond, a cette ambition, ce rayonnement européen, donc ce qui voudrait dire qu'elle est presque décloisonnée déjà par essence. Par constitution, elle est décloisonnée. Est-ce que cette université, vous pensez qu'elle est effectivement décloisonnée suffisamment et est-ce qu'elle l'est déjà au sens de la transdisciplinarité chère à Abraham Moll? Ou bien est-ce qu'elle a du travail à faire, du chemin à faire? On aura le temps de répondre peut-être aux autres questions que vous avez posées. Parce qu'elles oui, mais je vais les aborder, ne vous inquiétez pas. C'est à vous de nous challenger, comme on dit. Et pour pouvoir y répondre, je vous demanderai d'être assez... Voilà, d'aller directement. Vous avez fait un petit préambule. Vous avez fait un petit préambule. Je me permets de faire un petit préambule parce que comme président de l'université, d'abord, je suis heureux que ce colloque ait eu lieu. Je salue Madame Romer-Moll. J'ai eu la chance avec elle d'être dans un jury de cinéma il y a une trentaine d'années. Oui, vous vous souvenez pas? Moi, je gardais un très bon souvenir. Et c'est là que j'ai rencontré des visus Abraham Moll que je connaissais, puisque moi, j'ai fait toutes mes études à l'Université de Strasbourg, à la faculté d'allemand d'abord, et ensuite en théologie catholique. Donc, je rends hommage aux organisateurs, l'ENSAS, la BNU, l'université. Je crois que c'est un personnage tout à fait irréductible, je dirais, à tous nos schémas de pensée,
la seule chose qui lui va et qui devrait être le nom de tout universitaire, hein, c'est un penseur libre. Alors il répond à tous les idéaux, y compris à celui de Kant, hein, apprendre à penser par soi-même. Et quand on pense par soi-même, forcément, un jour, les corsets tombent parce qu'on ne pense jamais dans un tube ou dans un corset, on pense toujours un petit peu à côté. Et le courage d'un homme libéré, c'est de penser à côté. C'est-à-dire que vous savez que beaucoup d'inventions physiques, chimiques, l'ont été par sérendipité, c'est-à-dire par hasard, ou en tout cas la recherche devait conduire à un point A et c'est le point B qui gagne le prix Nobel. Donc il y a véritablement ce jeu ouvert, l'imprécision, appelons ça comme on veut. Donc déjà, nous parlons d'université. Oui. Mais de quoi parlons-nous aujourd'hui? Vous avez évoqué les amphis débordants. Aujourd'hui, on peut être nostalgique, je commence à être vieux, de l'université d'antan. Je suis assez vieux pour dire, j'ai connu l'université il y a 40 ans. Mais elle a changé 2 fois depuis que je suis enseignant. 2 fois. On n'est plus dans l'université d'Abraham Moll, structurellement. Les idéaux, nous les verrons après. Donc, accueillir 85% d'une classe d'âge, et comme en Alsace ils sont bons, c'est 87% de bacheliers, tous les ans. Ce qui veut dire plus 1000 étudiants à Strasbourg, ça veut dire aujourd'hui une université de 52 000 étudiants, la plus transdisciplinaire de France, hein, puisque nous avons des disciplines que personne n'a, les de théologie par exemple, mais il y en a d'autres. Donc l'université de Strasbourg n'est plus la même. Elle est une université de masse, vous connaissez les débats actuellement, faut-il sélectionner ou pas. Pour le moment, la République nous enjoint d'accueillir tout bachelier, nous le faisons, même s'il y a des filières sélectives. Bref, je n'ai pas le temps. Les partenaires qui co-organisent, la BNU par exemple, l'ENSAS, font partie maintenant d'un contrat de site par association. Donc nous avons des associations. Donc tout ça est nouveau. Mais la question qui se pose, est-ce que l'université de masse, la massification, dont parlait un auteur espagnol peu connu chez nous, Ortega y Gasset, c'est en 1934 qu'il écrit un texte. Qu'est-ce que l'université? Elle doit être un patio, c'est-à-dire un lieu où l'on s'arrête, où l'on se cause. Hein, en Espagne, ça, c'est une belle image, le patio. Et c'est le premier à dire, mais il faut tendre vers l'université de masse, et pour ce faire, il faut une économie de l'étudiant. Vous voyez, il y a eu des gens qui ont compris que l'idéal de l'université de masse ne devait pas démonétiser l'université du Moyen-Âge. C'est-à-dire faire des femmes et des hommes libres à travers des savoirs sans tabou. Et comment fait-on alors? Et est-ce que le numérique est une solution, un début de solution? Alors, je parle sous le contrôle de mon surmoi numérique, Paul-Antoine Nervieux. On va être à l'aise. Pour moi, le numérique, envahissant, tentaculaire, tout ce que vous voulez, ça reste un outil. Vous avez parlé des MOOC, je vous signale que c'est déjà en train de perdre de la vitesse. Donc, le problème, c'est l'accélération des nouveautés. Non, le numérique est une formidable aide à la transformation de l'université, et probablement aussi de la société, et probablement des savoirs. Mais si vous avez en tête la magnifique image de Moll devant ses livres, je pense que pour moi, l'université restera toujours cette femme et cet homme avec des livres. Et je vous donne une anecdote. On est en train de démolir la bibliothèque Blaise Pascal, donc, qui donne sur le boulevard de la Victoire, donc, même endroit ici, un peu plus haut, et nous allons y construire un studium. C'est-à-dire, moi j'ai refusé d'appeler ça un learning center, puisque c'est une bibliothèque simplement qui sera numérisée. Et nous avons souhaité qu'au rez-de-chaussée, il y ait à peu près 120 000 livres qui seraient la bibliothèque de l'étudiant honnête, de l'honnête étudiant, comme on disait, l'honnête homme. Alors je me suis bagarré pour que toutes les composantes y aillent. Bon, il y en a une qui a résisté, cher Patrick va dire. La sociologie va manquer, elle veut pas. Bon, on a laissé un petit... Voilà, si jamais vous vous décidez autrement, on vous accueillera. L'idée, c'est que la jeune qui arrive là, ait d'abord un rapport physique à ces murs de livres, et que ça lui donne une envie de les ouvrir, et de se dire, j'entre dans ce savoir. Que ce soit comme Borges, que ce soit la bibliothèque d'Alexandrie. Et moi, les 2-3 fois que j'ai entendu Abraham Moll, c'était cet idéal de la bibliothèque un peu borgésienne,
qui n'a pas peur de la complexité. Bon, on pensait voir Morin aujourd'hui. Notre université qui réfléchit à son image, le slogan d'Alain Béret, c'est moi, c'est-à-dire il ne faut pas renoncer à la complexité de notre établissement. Il ne faut pas simplifier les choses, il ne faut pas simplifier les savoirs. Donc il faut garder ce caractère symphonique, même si c'est de la musique sérielle ou contemporaine, puisque ça joue ensemble, c'est l'essentiel. La sinfonia n'a pas besoin d'être harmonieuse, hein, Alessandro. Mais ça doit symphonier quand même. Donc moi, cet idéal, il n'a pas bougé. Ce qui a bougé, c'est les jeunes et une mission que l'université n'avait pas encore tout à fait à l'époque d'Abraham Moll, qui est l'insertion professionnelle, qui pour certains est considérée comme un reniement de ce que nous sommes. Ce que je ne considère pas, personnellement. Quel est votre point de vue là-dessus? Mon point de vue est que aujourd'hui, si nos dirigeants, la société décide que l'enseignement supérieur est un passage quasi obligé pour chaque gamin, eh ben, ça veut dire aussi que nous incombe une partie de l'insertion professionnelle, c'est-à-dire de former dans toute la liberté des choses inutiles. C'est-à-dire il faut continuer à enseigner de l'imprécis et de l'inutile, et en même temps ne pas avoir peur de dire à ces mêmes jeunes qu'à un moment donné, il faut travailler sur des compétences, sur des savoir-faire et sur un CV qu'on peut présenter. Et je dirais, alors, je ne veux pas canoniser Abraham Moll ni le récupérer, mais je pense qu'il est typiquement celui qui a été complètement borderline dans la discipline des disciplines, sans jeu de mots, et qui en même temps a été d'une rigueur absolue dans les outils qu'il utilisait. On peut très bien apprendre à un jeune d'avoir ce côté explosif, créatif et peut-être complètement stérile, et en même temps d'avoir le souci de conduire une vie marquée par l'idéal de l'enseignement supérieur. C'est un défi énorme parce qu'on a besoin d'argent, on a besoin de profs, mais je ne renonce pas. Moi, je ne refuse pas le IP de insertion professionnelle qui nous importe. Très bien, c'est très, très clair. Merci pour votre réponse très claire. Catherine Trottmann, on a abordé la question du numérique. Et M. Donneken a donc fait un petit peu la moue en exprimant aussi les doutes légitimes que la vague numérique peut suggérer. Dans une vidéo qui est en visionnage permanent dans une salle voisine, il y a une charge violente d'Abraham Moll contre les médias vecteurs de manipulation. Je pense que sur le numérique, je ne crois pas me tromper en disant qu'il aurait probablement exprimé la même crainte. On voit bien aujourd'hui, s'agissant du numérique de manière générale en France, cette profonde ambivalence entre un numérique idyllique, idéalisé, qui promet des lendemains meilleurs, l'accès à tous, de la connaissance à tout un chacun. Et derrière, on voit bien aussi le spectre des GAFA, hein, de ces grands groupes américains aujourd'hui pour l'essentiel, Google et les autres. Et on craint un numérique, au fond, qui mettrait la main, qui asservirait la population et qui ne serait pas aussi participatif qu'on pourrait le souhaiter, le rêver. Donc entre un numérique participatif qui va permettre peut-être de transmettre les connaissances de façon plus proche, plus fine, plus personnalisée et de répondre à ce défi du nombre d'étudiants dans les amphithéâtres, et un numérique qui asservirait, quelle est votre position et quelle est votre conviction, votre espoir pour l'avenir ? Cette double caractéristique du numérique, elle est au fond, elle existe dès l'origine. Moi, j'ai toujours considéré au départ que le numérique était un média de médias et qu'à partir de là, les mêmes risques pouvaient se développer sur un support audiovisuel, radiophonique, peu importe, ou sur un support numérique. Ce qui a changé avec le numérique, et c'est intéressant par rapport à Abraham Moll, parce que je trouve qu'il y a dans la manière dont il invite à penser quelque chose de très contemporain, dans une sorte de phénomène de diffraction. La diffraction, c'est au fond un renvoi par les ondes d'un son, d'une image qui va partir dans un bouquet, à partir d'un élément qui renvoie, en quelque sorte. C'est bien ce qu'est le numérique aujourd'hui, c'est-à-dire la possibilité d'avoir une répétition à l'identique de messages, de comportements, et au fond une expansion du risque d'illusion. Parce qu'à partir du moment où vous avez une fausse nouvelle, une fake news, enfin des fake news ou n'importe quel aspect,
vous êtes dans un phénomène où vous êtes emporté par une vague. Et hier même, nous étions en séminaire sur la rédaction de la feuille de route numérique de l'Eurométropole. Et un intervenant nous disait, aujourd'hui, on constate, en analysant le phénomène d'expansion chez les jeunes des outils numériques, quel phénomène? 1, moins de violence entre jeunes. 2, plus de suicides. Ce qui veut dire qu'en réalité, si on rapporte ça au temps passé sur la tablette ou sur l'iPhone, on a aujourd'hui un véritable vecteur de transformation de la société subie et non pas forcément choisie. Le rôle de l'université, c'est de pouvoir apporter des éléments de choix, des éléments de compréhension, des éléments de connaissance. Et ça, je pense que c'est encore plus important dans cette transmission d'un professeur, d'un enseignant, et dans le co-apprentissage qu'on a entre étudiants en suivant un cours, des travaux dirigés ou autre chose, ou en engageant son mémoire, sa thèse, son programme de recherche. Il me semble que l'apprentissage de l'autonomie de la pensée, qui est évoqué, les fameux 350 000 stéréotypes, c'est pas parce qu'ils seraient tous strasbourgeois qu'ils se ressembleraient tous. C'est d'arriver à mesurer ce qui, dans l'infinitude de la reproduction, reste éminemment personnel ou individuel. Et dans une université comme Strasbourg, qui a autant d'étudiants, son rôle et sa difficulté, c'est pas d'être emporté par la masse, mais de savoir aussi permettre à chaque étudiant, et ça c'est sa réussite, je dirais, de se trouver, au fond, son propre itinéraire. Moi, ce qui me frappe dans cette période où on a une abondance d'informations, et où on a des phénomènes, je dirais, d'urgence, on est soumis à l'urgence, n'est-ce pas ? C'est au fond de pouvoir retrouver le fil, retrouver l'espace, on en parlait, cet espace qui permet aussi de cheminer pour savoir et comprendre, mais c'est peut-être aussi de pouvoir, par rapport à ce monde numérique qui peut aller jusqu'à la transmission automatique de votre identité, et donc à une vision extrêmement intrusive par rapport à l'individu, n'est-ce pas ? Quand on travaille sur les droits numériques, on se rend compte combien il est difficile, malgré tous les textes qui existent, sur la protection des données, sur toute la lutte contre la cybersécurité, tous ces programmes qui peuvent exister, comment est-ce qu'on passe d'une protection environnante à une attitude de protection personnelle pour garantir sa propre autonomie et sa propre liberté. Je pense qu'il va y avoir un changement d'apprentissage qui va interpeller l'université comme elle nous interpelle vis-à-vis des citoyens. Okay. Et nous allons travailler d'ailleurs, on en parlait avec le responsable du numérique à l'université, pour voir comment, entre le travail de l'université et ce que nous pouvons faire en démocratie locale, on peut avoir une démarche, si vous voulez, apprenante, qui soit partagée comme un projet de ville. D'accord. Monsieur Danekan. Juste de dire à mon tour, au fond, l'image banale de la langue d'Ésope. Le numérique, c'est la meilleure et la pire des choses. Moi, j'ai essayé de couper un chou rouge il y a 3 semaines, un couteau, on découvre Réna, la clinique de la main, quoi. Mais ce qui est important, c'est de ne pas perdre le but. On est là pour éduquer critiquement des jeunes. Ça suppose que la première discipline d'éducation critique, c'est l'enseignant. Et là-dedans, nous devons aussi prendre en compte que les publics sont nouveaux, ils sont différents de nous. Et donc, pour aller vers un étudiant, on peut fustiger les mœurs d'aujourd'hui, on peut dire c'est plus les jeunes d'autrefois, mais si j'ai un rapport enseignant à eux, le désir que j'ai, c'est d'ouvrir la coquille et d'y rentrer. Après, c'est à moi de trouver les moyens de la génération WXYZ, je ne sais plus comment il s'appelle, qui ont 3 minutes de disponibilité par heure, dit-on. Enfin, vous voyez, c'est ça le travail passionnant. Après, on peut juger. Et puis l'autre aspect, le dernier important, c'est que certes, le numérique, les réseaux sociaux sont inquiétants, mais n'oublions pas non plus tout ce qu'ils permettent, ce grand rêve d'une communauté universelle. Je rappelle que là aussi on est en pleine contradiction. La mondialisation est pour quelqu'un comme moi de racine catholique un idéal.
Catholicos, c'est l'universel. L'idée que l'humanité devienne une, enfin elle l'est d'ailleurs, il n'y a qu'une seule race, mais qu'elle puisse le vivre comme telle, c'est une chose extraordinaire. Et personnellement, je suis complètement illettré des réseaux sociaux. Et en même temps, j'en vois le grand risque. C'est pour ça que j'ai fermé une page que j'avais, parce que j'ai bien vu que j'étais plus maître. Donc c'est ça, c'est apprendre. Et Paul-Antoine est là, on a le projet d'une maison de la donnée où on apprendrait aux étudiants à gérer leur banque de données. Toute leur vie. Pas seulement la fac, mais leur vie. Parce qu'on voit bien qu'il y a un problème. Les coffres-forts numériques qu'on essaie. Donc c'est un énorme chantier, mais je ne veux pas, moi, jeter le bébé avec l'eau du bain. Je crois qu'il y a une vraie volonté dans les jeunes publics d'une communauté universelle, parce que Tchernobyl ne s'est pas arrêté à la frontière, parce que les fleuves, quelque part, la pollution du Rhin se retrouvera un jour dans le Rio Grande, le nuage qui est en Australie sera un jour en Alsace. Cette unité du genre humain, elle est formidablement présente sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas que ceux qui veulent en tirer un profit, on le sait comment et qui, gagnent. Donc il faut qu'on s'organise. Notre travail à l'université, c'est d'apprendre la distance critique, mais ne surtout pas couper la passion. D'accord. Donc oui au numérique, mais pas n'importe comment, avec certaines conditions, avec certaines précautions. Madame Trottmann a mis l'accent sur les phénomènes d'emballement, d'uniformisation, y compris dans le mensonge. Quand l'information est fausse, elle se propage à grande vitesse et elle a des effets réels et elle induit des perceptions qui peuvent être fausses. On a vu pendant la campagne présidentielle américaine et sans doute aussi française un certain nombre de choses de cet ordre-là. Donc il y a de vrais dangers. En même temps, il y a sans doute une numéridolâtrie dans le pays, c'est-à-dire, et sous l'effet notamment des forces économiques, des grands groupes. On le voit en matière de transport avec cet idéal, cette vision idyllique certainement de la voiture connectée, avec tout ce que ça implique derrière en termes de comportement, d'usage, de transformation d'automobilistes en un média consommateur, quelqu'un qui va continuer de consommer des médias dans la voiture, c'est-à-dire son temps moyen d'exposition aux médias, qui aujourd'hui a dépassé la moitié de son temps de veille, risque d'augmenter encore. Donc on voit bien les effets, et je ne prends que l'exemple de la voiture numérique, mais on voit bien aussi que dans la bouche des dirigeants, quels qu'ils soient, il y a cette sorte on vénère le numérique, on s'incline devant le numérique et on a presque le genou déjà à terre. Il y a aussi les effets sur la santé visuelle des étudiants dont la vue baisse au fil d'exposition aux écrans trop longues. Donc il y a toute une série de questions qui sont posées. Mais il y a derrière la question du numérique, la question du rapport à l'économie et du rapport à l'entreprise. Et je voudrais aborder maintenant la position d'une université comme celle de Strasbourg, dans l'Eurométropole dont vous êtes la vice-présidente, Madame Trottmann, la question de l'attractivité de l'université dans le territoire. Est-ce qu'on n'a pas là aussi une forme suprême, une forme raffinée sinon de l'asservissement, du moins d'une vision utilitaire de l'université qui serait au service de l'attractivité, donc de l'arrivée de jeunes, la volonté de fixer les jeunes dans la région, c'est-à-dire que derrière l'enseignement supérieur, il y ait des emplois pour ces jeunes sur place, ce qui n'est pas toujours évident. On le voit dans des villes universitaires de taille moyenne qui ont du mal à fixer leurs étudiants, qui viennent faire leurs études dans ces villes, mais qui vont travailler ailleurs. Donc comment voyez-vous cela? Et quelles sont là aussi, quelle est la balance risque-potentialité, Madame Trottmann? Alors, chaque fois que je me promène dans une ville qui n'est pas universitaire, je la trouve ennuyeuse, premièrement. Deuxièmement, on a un problème avec la jeunesse, et vous avez parlé de l'université du futur dans ce qui nous lie en thématique dans cette table ronde. Et il me semble qu'aujourd'hui, dans notre société, si je discute ou si je vois un certain nombre de sujets traités par des étudiants ou des jeunes aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'idéal que ce que j'ai pu connaître à un moment donné, beaucoup plus de réalisme, parfois aussi une certaine forme de dépolitisation. Quels sont les moyens d'action? Ils sont différents. Il y en a, mais ils sont différents.
Et au fond, le rapport à la société et à notre société vieillissante est un rapport qui est de moins en moins ouvert et tolérant vis-à-vis de la jeunesse. Et donc je pense qu'une ville universitaire, c'est une ville qui se pense dans ses équipements, dans ses transports, dans son hébergement, dans ses logements, dans ses projets, comme une ville jeune. Nous avons la chance d'être une ville universitaire, nous sommes une ville jeune. Et l'université nous donne cet impact avec toutes les conventions, tous les échanges avec un certain nombre d'autres universités, au-delà même, je dirais, de l'espace rhénan. Donc ce facteur d'attractivité, il est d'abord propre à l'université. Nous avons à être au service du rayonnement de l'université, et c'est la stratégie que nous avons mise en œuvre ensemble, mais en même temps, la stratégie économique de l'Eurométropole est pensée et décidée avec l'université. C'est-à-dire que pour nous, ce n'est pas un simple facteur d'attractivité, c'est un partenaire de stratégie économique, que ce soit pour les entreprises directes ou pour l'expansion. Donc, je prends un exemple. Est-ce que c'est vrai, Monsieur Danneken, que c'est un partenaire? Mais vous imaginez que Catherine Trottmann raconterait des mensonges devant moi? Non. Non, mais je taquine un peu. Elle voulait prendre un exemple, mais a priori, on va voir l'exemple. Moi, c'est clair. Il y a eu un langage, surtout dans mon université d'origine, sciences humaines, anti-entreprise. On l'entend encore. L'entreprise, c'est le diable. Il ne faut pas oublier qu'en France, 90% des entreprises sont des petites et moyennes entreprises. Donc c'est bon. Première chose. Deuxième chose, l'université n'a pas peur de l'entreprise parce que tout simplement, quand chacun sait qui il est et quel est son rôle, il n'y a aucun problème. Vous avez eu la chance d'entendre Jean-Marie Lehne. Si vous parlez avec Maresco, Lehne et Maresco, et l'entreprise, ça pose aucun problème. C'est-à-dire, il y a des contrats, il y a le respect des uns et des autres. Nous restons maîtres d'un certain nombre, notamment des brevets. Il n'y a aucun doute. Siemens et Storz sont là pour Maresco. Sans les ingénieurs, qui sont chez nous d'ailleurs, sans le matériel allemand, parce que tout le monde se plaint du mariage Siemens-Alstom, on ne serait pas là. Jean-Marie Lehne, avec BASF, les deux labos qu'il a développés en Chine, ne seraient pas là. Donc je crois qu'il faut arrêter de diaboliser l'entreprise. Après qu'une entreprise utilise l'image de Strasbourg comme ville universitaire et qu'elle trouve son bonheur dans notre vivier d'étudiants et d'étudiantes, tant mieux. Et donc là aussi, une anecdote, 30 secondes. Non, mais ma question n'était pas est-ce que vous diabolisez l'entreprise, c'est est-ce que vous diabolisez le politique? Absolument pas. Donc il y a un vrai dialogue, il y a une vraie construction de l'attractivité de la métropole avec la communauté urbaine, avec la CUS. Avec Alain Juppé, il y a quelques semaines, nous le disions encore, beaucoup de politiques envient alors je veux dire l'Alsace, parce que bon, l'Alsace, disons historique, envie le microclimat alsacien. De tout temps, les politiques, que ce soit département qui malheureusement maintenant n'a plus tellement d'argent, département, ville, eurométropole, région, les barrières politiques sont transcendées. Et ces partenaires politiques sortent toujours, quand ils le peuvent, les budgets les plus élevés quand c'est possible. Enfin écoutez, on n'est pas un maire conséquent si on maltraite 28% de sa population et 80% de la dynamique territoriale. Il y a un principe de réalité. Une réalité. Mais c'est plus que ça. Je crois qu'il y a une vraie affection. D'accord. Une affection pour cette alma mater qu'est l'université. Alors, là, vraiment, on peut ne pas être d'accord sur les projets, ça nous arrive. Mais fondamentalement, vraiment, les hommes politiques, peut-être il y a quelques extrémistes des deux côtés de l'hémicycle, mais franchement, on s'est tous félicités. Message reçu. Alors, depuis des années. Vous dites j'aime l'entreprise et vous dites j'aime la CUS. Donc, et c'est réciproque apparemment. Alors, votre anecdote, du coup. L'anecdote. Il y a quelques années, 4 ans, j'étais invité, Alain Béretz ne pouvait pas, à une table ronde université-entreprise. Des rencontres organisées par le MEDEF. Et à la table ronde, il y avait le patron des universités allemandes, il y avait M. Pebro, donc patron du consortium Total, c'est quand même pas rien, Madame Fioraso, à l'époque secrétaire d'État, et votre serviteur. Voilà. Du beau monde comme vous. Et il y avait eu
dans la salle des grandes critiques de membres du MEDEF contre l'université, qui ne professionnalisent pas, qui ne servent à rien. Il y a même un gars du Doubs qui a dit, une entreprise du Doubs qui a dit, il ne faudrait prendre que les étudiants qui sont sûrs d'avoir un boulot dans mon usine, le reste je m'en fous. Bon. Et alors M. Pébreau a répondu à une chose qui est très forte. Donc chef d'entreprise, et Dieu sait quelle entreprise. Il dit, chers collègues, moi l'université, c'est pas une école professionnelle. Il dit, ce que je veux, moi, comme citoyen français, comme enfant des belles lettres, je veux une université qui professionnalise, mais aussi qui ne sert à rien. Je veux de la culture et de la technique. Je veux une universitas. Et il lui a dit à ce monsieur, et en plus, chers collègues, je vous signale que l'université en France a plus changé que votre entreprise. Et donc, je pense que... Avec l'autonomie, etc. Mais la révolution, la fusion strasbourgeoise, je pense que ça aurait plu à Bramall. Pourquoi ? Parce que c'est une volonté autonome des universités contre le gouvernement. Le gouvernement avait inventé des objets. Les 3 présidents d'université ont dit non, on ne peut pas sélectionner les meilleurs pour en faire un machin en écrin. Si c'est ça, on fusionne. Nous avions l'hostilité du gouvernement. Et c'est quand on a montré notre volonté de faire une grande université pluridisciplinaire que le vent a changé au gouvernement et qu'ils sont devenus fans de Strasbourg, première université fusionnée. C'est l'idéal de la symphonie des disciplines. On est plus fort, on est meilleur, on est plus heureux ensemble. Et ça, c'est une force qu'aucune entreprise, aucun politique, la preuve, on a réussi à faire bouger les politiques, ne peut freiner. Donc on a, dans notre autonomie, si on est suffisamment conscient de notre force, qu'on n'ait pas peur de ce qu'on est, y compris les sciences humaines et sociales, en face du politique et en face de l'économie, nous devons arrêter notre espèce de trouille ou de complexe d'infériorité. Ok. Alors, vous avez un certain nombre de résultats et d'arguments qui démontrent l'efficacité de ce bon dialogue, ces bons échanges entre la ville, la communauté urbaine et l'université. Néanmoins, vous avez dit tout à l'heure, j'entends beaucoup autour de moi des gens qui n'aiment pas l'entreprise. En réalité, c'est pas tant l'entreprise en elle-même qui n'est pas aimée que la grande entreprise en général. C'est la multinationale. La PME est chérie, la TPE est vénérée. Enfin, quand on regarde les enquêtes d'opinion, les Français aiment les petites entreprises. Des entreprises appropriables qui constituent le tissu économique vivant des territoires. Et donc, là, il y a une difficulté, effectivement, il y a une représentation de l'entreprise dans l'absolu qui est assez négative. Mais quand on décompose, quand on détaille, c'est un peu différent. Mais l'entreprise, elle est confrontée à un problème qui est qu'on n'attend pas aujourd'hui de l'entreprise simplement de l'économie, du profit qui soit réinvesti dans l'innovation, dans des développements, dans de nouvelles implantations. On attend de l'entreprise qu'elle participe au vivre ensemble et qu'elle participe à la cause sociale, à la cause écologique, etc. J'ai réalisé pour les rencontres des économistes d'Aix-en-Provence cette année une analyse de la façon dont les étudiants perçoivent la notion de prospérité et comment ils imaginent qu'est-ce que sera la prospérité demain. Et ce qui était très frappant, c'est que la prospérité demain pour les étudiants en France, et je pense que c'est tout à fait vrai ici, a fortiori à Strasbourg, compte tenu de ce que vous avez dit, la vision de la prospérité des étudiants, elle est d'abord sociale, ensuite éducative, ensuite écologique, et elle n'est économique qu'au 4e rang. C'est une prospérité polymorphe qui trouve un équilibre entre l'économie, le social, le solidaire, l'écologie, etc. Donc, peut-être que là, vous avez des choses à creuser ou à travailler pour améliorer l'interface. Et Moll apportait, lui, une vision décloisonnée des disciplines, cette vision transdisciplinaire. Et la conséquence, enfin le résultat du sillon que Moll a creusé, c'est qu'il a formé des étudiants qui, beaucoup d'entre eux, sont allés travailler dans les entreprises. On a Brigitte Marinelli ici, j'en suis un exemple. Donc est-ce qu'il n'y a pas, du point de vue, en prenant en compte les leçons de Moll, là aussi quelque chose à améliorer dans ce sens d'une société plus équilibrée et plus ouverte à sa jeunesse? Madame Trautmann.
Oui, moi je voudrais donner 3 exemples du rôle de l'université, de l'importance qu'elle a vis-à-vis de l'entreprise. Rapidement alors. Oui. D'abord, l'existence de la fondation de l'université qui permet de rassembler des entreprises qui financent, qui apportent un financement et parfois ce financement est fléché. Je peux vous dire qu'elle a été le témoignage de l'un des donateurs les plus significatifs de cette fondation. C'est un des éléments qu'il a décidé à maintenir son siège social à Strasbourg. Il y a 2 raisons. La première, c'est de trouver les chercheurs dont il a besoin pour aménager sa transition qui permet de passer du bitume à des matériaux biosourcés. Et la deuxième, c'est de pouvoir participer à un projet d'écologie industrielle qui a été pensé, réfléchi, y compris avec l'université, et qui a débouché sur un programme que nous avons mis en œuvre, qui est le programme SEV, qui permet de mettre en lien un étudiant qui est en master ou vers la fin des études avec une entreprise dans laquelle il poursuit un projet de recherche qui est à la fois porté par la personne qui l'accueille dans l'entreprise et son enseignant qui conduit sa recherche. Votre deuxième exemple ? C'est le deuxième exemple. C'est le deuxième. Et le troisième, c'est l'entrepreneuriat étudiant, qui est aujourd'hui une priorité pour nous et qui nous permet de travailler ensemble sur la façon dont un étudiant peut être formé pour être un entrepreneur, mais dont il peut aussi trouver des conditions de développement d'une entreprise. Okay. Il y a en ce moment même, d'ailleurs, une rencontre junior entreprise à la communauté urbaine. Alors, petite question subsidiaire que je poserai au président de l'université. Et en matière d'économie sociale et solidaire, que faites-vous, Monsieur Danneken ? L'économie sociale et solidaire est d'abord un des thèmes majeurs que nous avons retenus sur un autre projet, un autre idéal. Notre université de Strasbourg, là aussi changement par rapport à l'époque d'Abraham Moll, fait partie maintenant d'un consortium qu'on appelle ECOR, Campus Européen, qui a une structure juridique européenne, ce qui est important parce qu'elle a une structure juridique depuis 1 an et demi, donc qui réunit Strasbourg, Mulhouse, Bâle, Fribourg et Karlsruhe. Une force de frappe intellectuelle et scientifique tout à fait remarquable. Un de nos idéaux, c'est de développer ce bassin intellectuel à saut de frontière. On voit que l'Allemagne commence à avoir des petits relents de chemise brune quand on entend les discours effrayants de AfD dimanche soir. Donc c'est un devoir impérieux que quand les jeunes ont appris à se moquer des frontières, à faire du saut de mouton, on dit qu'il y a 900 000 bébés Erasmus dans le monde. J'espère que tous ces métis qui créolisent les langues et les cultures sont les meilleurs remparts contre les extrémismes. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Derrière, il y a l'idéal de la construction d'une université vraiment européenne. Et l'économie sociale et solidaire ? Justement, nous avons donc arrêté les 4 thèmes stratégiques pour les 10 ans qui viennent, avec lesquels nous allons faire toc-toc-toc à la Commission européenne pour avoir beaucoup de sous. Dans les 4 thèmes... Il n'y en a pas beaucoup dans l'économie sociale et solidaire. Dans les 4 thèmes, il y a responsabilité sociale, responsabilité éthique et sociale de l'université et économique, sociale et solidaire. Sous forme d'enseignement transverse, mais aussi de sensibilisation des étudiants. Strasbourg est une ville qui a le taux maximum de participation des étudiants à la vie universitaire. Nous avons été classés premiers hier par le magazine L'Étudiant en termes de vie universitaire. Les étudiants engagés qui se forment eux aussi à la vie associative, à la politique, au syndicalisme, c'est aussi un élément important. Donc je crois qu'on ne peut pas être aujourd'hui social et solidaire en Alsace sans savoir qu'il y a le Rhin, qu'il y a Karlsruhe, qu'il y a Fribourg à côté. Et si vous... Je redis ce qu'a dit Alain Beretz il y a 3-4 ans, comment voyez-vous dans votre université dans 20 ans ? Il a dit l'université de Strasbourg-Fribourg. Alors, ça fait la transition, Université de Strasbourg-Fribourg. On va passer aux questions de la salle, mais auparavant, une question. L'université dans 20 ans, Monsieur Danneken, comment la voyez-vous ? Quelle est la destination que vous souhaitez prendre pour atteindre, pour réaliser cette université dans 20 ans ? En une phrase, bien sûr. 2 phrases. Maintenir le cap de ce que doit être une université, donc éduquer à la liberté de l'individu,
faire des hommes et des femmes libres. Alors, Ricoeur est à la mode parce que c'est le livre de chevet du président de la République, mais Ricoeur a enseigné ici avant que Macron soit né. Mon idéal de l'université, c'est de faire ce que Ricoeur propose pour n'importe quel individu qui naît dans cette société, hein, c'est de les conduire vers une vie belle et bonne avec les autres, dans des institutions justes. Et c'est l'idéal humaniste, Renan, hein, c'est-à-dire où un empereur d'Allemagne, aussi belliqueux et casque à pointe soit-il, ose mettre en latin sur le frontispice de son palais universitaire « Literis et patriae », c'est-à-dire que l'amour de la patrie, c'est aussi l'amour de la formation des jeunes et de tous les publics, parce qu'on est focalisé sur les jeunes, et la France est le pays d'Europe pratiquement qui a le taux de fécondité le plus élevé. C'est pas une tare, réjouissons-nous, mais nous avons aussi de nouveaux publics apprenants, 1500 apprenants par apprentissage ou alternance. Ça aussi c'est nouveau. Ouais. Hein, et des reprises d'études. Donc le public, c'est pas seulement beaucoup plus de jeunes, mais c'est aussi beaucoup plus d'adultes. Alors venez tous. Parfait. C'est plus de 2 phrases, mais je constate que vous argumentez, vous êtes bien préparé à ces questions. Non, il n'y avait aucune connivence entre nous. Pour mon université, je suis lyrique. Voilà, vous êtes bien préparé, en tout cas sur le fond, pour répondre à ces questions fondamentales. Et je constate qu'il y a beaucoup de ricoeuriens depuis quelques mois en France. On les compte. Mais moi, dans mes écrits, il est cité depuis 30 ans. Donc, oui, donc je peux le comprendre. Madame Trottmann, vous souscrivez à cette destination de l'Université de Strasbourg dans 20 ans ? Absolument, je partage ce point de vue. Au fond, je partage aussi avec Michel Deneken une expérience de l'évolution de l'université depuis longtemps. À l'époque, avec Claude Allègre, on a imaginé un jour, en attendant un taxi, la possibilité de faire un pôle universitaire européen. C'était en 1989, on a pu le mettre en place. L'université, pour moi, c'est un lieu où on fabrique et où on pense de l'utopie et où on la transforme en réalité. Et c'est donc ça que l'université peut rester. Un défi au temps, un défi à la pensée, un défi à la liberté et aussi, sans doute, un défi de valeur. Je pense que l'université, telle qu'elle est perçue ici à Strasbourg, est une université qui produit aussi un message humain et je pense que c'est un rôle fondateur. L'université est née ici de la décision d'un maire qui a d'abord créé un gymnase parce qu'il estimait que les Strasbourgeois devaient savoir compter et connaître un peu de théologie pour savoir penser. Mais il ajoutait qu'il fallait regarder la réalité quotidienne et il fallait se laisser interpeller par ce qui était au fond supérieur à toute réalité conjoncturelle. Eh bien, c'est un peu ce que je veux dire, cette fidélité de l'université à ce qu'elle a toujours été, y compris un défi à elle-même, c'est certainement ce qui lui permet de se ressourcer. Et moi, ce que j'espère, c'est que l'université soit un facteur de ce ressourcement à la fois social et de la cité pour les 20 ans qui viennent. Formidable. Alors, moi, je débarque un peu. Je n'étais pas venu à l'Université de Strasbourg depuis, vous l'avez compris, donc 35 ans. J'arrive, je découvre vraiment un paysage formidable. Ça fonctionne très, très bien. Ça match vraiment dans le bon sens entre l'université et la communauté urbaine. Alors, je ne sais pas si c'est un rêve, si c'est idyllique ou si c'est une réalité observée sur le terrain. Donc, je compte sur l'auditoire pour éventuellement... non seulement poser des questions, mais titiller éventuellement nos 2 débatteurs. C'est à vous maintenant. Qui veut poser une question ? Georges. J'ai un peu hésité. Georges. Bonjour, alors je voudrais poser une question un petit peu. Ce matin, on a dit qu'Abraham Moll n'aimait pas les traducteurs. Et donc qui préférait s'exprimer mal dans une langue parce qu'il y a le son de la langue et que d'avoir un traducteur. Et un des problèmes que je vois, que j'ai vécu en tant qu'enseignant ici sur l'université transfrontalière, c'est que grosso modo, tous les étudiants français ou tous les étudiants allemands nous demandent de faire les cours en anglais. Et entendu, moi, je parle anglais, j'ai fait mes études aux États-Unis, ça ne me pose aucun problème. Mais je suis a priori contre. Alors, je vous laisse
je voulais juste vous poser la question, et ça pose aussi une question d'espace, parce qu'on peut aussi dire, finalement, l'université étant dans le monde, et l'anglais étant, qu'on le veuille ou non, la lingua franca du savoir, donc je jette juste ça, cette question de la langue. Mais c'est un vrai problème. Moi, je suis très heureux quand on se retrouve avec les présidents donc, des autres universités, qu'on parle allemand ou français entre nous. Le problème vient effectivement de ce que des deux côtés, l'illettrisme de la langue de l'autre a été encouragé au profit du globish. C'est clair. Alors que, par exemple, moi, j'ai commencé par être prof d'allemand, premières études à Strasbourg. J'ai toujours dit en Alsace qu'il fallait commencer par l'allemand, parce que c'est une langue plus difficile que l'anglais, et que quand on possédait bien le français et l'allemand, l'anglais était un jeu d'enfant. Et en plus, il y avait un plus à l'embauche, tous les jeunes diplômés de notre université, qui ont un tant soit peu d'allemand, sont à la recherche d'emploi pendant 1 mois maximum. Il faut le savoir. Et donc, nous avons bazardé une exigence. Ça aurait été tellement facile que tout gamin, moi je suis strasbourgeois de naissance, famille modeste, donc l'alsacien et ma langue maternelle, j'ai appris le français au CP. La chance qu'on avait d'être alsacien, dialectophone et germanophone, elle passe entre les mains des jeunes. Ensuite, effectivement, l'anglais comme langue d'enseignement dans une université comme la nôtre, 20% d'étudiants étrangers au total, 35% en master, 50% en doctorat. Il est évident que cette Babel, qui est formidable, elle a une contrainte, notamment en sciences dures. C'est comme ça, c'est l'anglais. Ce qu'on essaye de faire des deux côtés de la frontière, c'est de faire de l'intercompréhension. C'est-à-dire que je ne parle pas bien allemand, mais je comprends un peu parce que c'est de parler chacun la langue de l'autre. Voilà. Mais je suis d'accord avec vous. Autant je promeus l'anglais, parce que l'attractivité de Strasbourg fait qu'on a des Chinois, des Japonais et même quelques Lorrains, mais il faut quand même causer, il faut quand même que le cours soit fait pour tout le monde. Mais là où c'est possible, il faut favoriser cette belle musique des langues. C'est sûr, c'est pas le linguiste que je suis qui dira le contraire. Catherine Trottmann, vous souhaitez ajouter quelque chose sur cette question ? Oui, je veux bien ajouter quelque chose. D'abord parce qu'il y a une tentative qui reste assez unique, qui a été de créer des écoles trinationales trilingues, c'est-à-dire en français, en allemand et en anglais. Ce qui a donné un plus aux étudiants qui sont sortis, par exemple, de l'école de biotechnologie avec un diplôme d'ingénieur, qui ont pu rentrer dans des entreprises internationales partout dans le monde, à cause de cette aptitude linguistique. Moi, je pense, pour avoir travaillé sur la question des langues à une certaine époque et avoir cherché à faire reconnaître à la France qu'on ne pouvait pas prendre des positions internationales sur la francophonie, parler de la diversité culturelle et linguistique sans avoir une politique digne de ce nom en la matière, je pense qu'on est encore très loin du compte, et que la grande crainte que j'ai, c'est que, au-delà du débat sur les langues anciennes, auquel je suis très attaché, c'est que entrer dans une langue, c'est entrer dans la mentalité. Et je ne crois pas entrer dans la mentalité des Anglais quand j'entends cette espèce de sagouin, ce que nous appelons au niveau européen le euro-chinois. Bon. Par contre, j'ai travaillé grâce à l'université de Strasbourg, sur les langues slaves. Moi, je voulais être prof de russe, je n'ai pas pu l'être parce que les profs de russe avaient été nommés dans tous les postes qui existaient 3-4 ans avant que je sorte d'études. Donc, j'ai fait de la théologie. Mais pour faire de la théologie et faire des recherches sur les textes anciens, j'avais besoin de langue. Et je trouvais cet enseignement ici. Toutes les langues slaves, toutes les langues qui permettaient d'accéder à une compréhension des trésors qui sont conservés dans des manuscrits, comme le georgien ancien, etc. Ce rayonnement de l'université dont je veux témoigner à partir de cette connaissance et de cette approche linguistique, je crains qu'on la perde, parce qu'on perd aujourd'hui ce choix de la diversité linguistique, ne serait-ce que dans les institutions européennes, où malheureusement, pour des raisons financières, on est en train de réduire le nombre de langues dans lesquelles on peut s'exprimer ou on peut traduire. Donc aujourd'hui, on dit parfois que la traduction est la langue de l'Europe. Moi, je continue de penser que pour un Conseil de l'Europe, pour le Parlement européen, mais aussi tout simplement pour la richesse de ce que l'on va penser, pour vous donner cette expérience qui a été la mienne, je n'ai pas pu
inventer un concept et le traduire en anglais, parce que c'était un concept nouveau dans le cadre d'une directive sur laquelle, précisément, il fallait résister aux GAFA. Donc on peut avoir à un moment donné un appauvrissement, y compris juridique, par rapport aux droits que l'on doit écrire lorsqu'on est un législateur, simplement pour un problème de coût de traduction et de nombre de mots prédéterminés qui doivent être utilisés. C'est dramatique. C'est dramatique. Okay. Donc, c'est un militantisme à créer. C'est clair. Certainement. C'est clair. Alors, une question courte et des réponses courtes, s'il vous plaît. Monsieur. J'ai essayé comme enseignant à l'université, puisque j'étais un disciple de Moll, de pratiquer un peu, sinon un peu la transdisciplinarité. Et la question, je me pose deux questions à ce sujet. D'ailleurs, la première remarque, c'est très difficile, parce que, qu'on le veuille ou non, les différentes disciplines sont très segmentées, très cloisonnées, et plus, je dirais, le niveau de compétence dans une discipline est élevé, peut-être plus le spécialiste tient à ses concepts, à ses paradigmes, et donc il est finalement, il faut qu'il soit bienveillant pour accepter ceux des autres qui ne sont pas du tout les mêmes, généralement. Évidemment, il y a un croisement. Je ne pense pas qu'on puisse être entièrement... Il faut faire une distinction entre transdisciplinaire et pluridisciplinaire. Mais de toute manière, on n'est jamais entièrement pluridisciplinaire. Éventuellement, on peut être spécialiste dans deux disciplines. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on ne demande pas aux étudiants, si on envisage la pluridisciplinarité comme une des clés de l'avenir, est-ce qu'on ne met pas les individus dans de grandes difficultés ? Je ne pense pas que tout le monde a les capacités que certains esprits ont. La plupart des gens ont déjà beaucoup de difficultés à devenir compétents dans leur discipline. Alors, le risque, c'est que tout le monde connaisse un peu de tout, mais finalement que ce ne soit pas suffisant pour arriver à être créatif. Voilà. Bien. Qui veut répondre ? Peut-être une réponse de l'un des deux invités, Monsieur Deneken. Bien. Vous posez une question que tous les enseignants-chercheurs qui construisent une offre de formation au goût du jour, entre guillemets, se posent. Pour nous, à Strasbourg, puisqu'on est en train de terminer le projet stratégique pour 18-22, la chose est qu'on a 3 principes pour la construction de la nouvelle offre de formation. Réponse courte, hein, j'ai demandé. Premièrement, une formation disciplinaire, rigoureuse et à la recherche dès la première année. Disciplinaire, rigoureuse. Deuxièmement, 2 langues vivantes dans le cursus de la première année au doctorat. Et troisièmement, évidemment, mobilité internationale. Ce que je veux dire par là, on ne peut être inter, trans, omni, pluridisciplinaire que si on habite bien une discipline. Moi, je crois que plus on habite une discipline, contrairement à ce qu'on pourrait croire, plus on est transposable. Regardez l'exemple de l'identité. Plus j'ai une identité enracinée, excusez-moi sans jeu de mots et sans polémique, heureuse, moins je suis tenté par le racisme et l'exclusion. Être heureux dans sa discipline. Mais ça suppose un travail de sourcier dès la seconde. Là, on est en train de parler de prérequis avec la ministre. La transdisciplinarité, elle est pour tout le monde. Je ne suis pas d'accord. Tout le monde est apte à mener plusieurs disciplines. Le problème, c'est quand est-ce qu'on commence. Et je suis d'accord avec vous, c'est pas d'un peu de tout, c'est beaucoup de une ou 2 disciplines. Et plus, la preuve, c'est au plus haut niveau de l'université, on donne à des physiciens d'évaluer des dossiers de latin antique. Et ils sont capables de répondre sur la qualité scientifique. Parce qu'à un moment donné, et ça c'est l'idéal présocratique que Moll avait aussi un petit peu, à un moment donné, les savoirs sont uniques. Je suis de ceux qui pensent, avec les présocratiques, que le savoir est unique, mais que nous n'arrivons pas à l'appréhender parce qu'aucun cerveau ne peut. On a une aptitude native
à la transdisciplinarité. Et elle se perd avec le temps. Votre réponse est claire. Si je demande une réponse courte, c'est parce que je voudrais qu'il y ait beaucoup d'autres questions. Gaston Mello, une question courte. Très brièvement, je voulais poser une question sur l'employabilité. Gaston dans le micro. Toutes les universités de la planète, les États-Unis, la Chine, voire même la Russie et d'autres pays, se sont penchés sur l'employabilité. Ce qu'ils vendent, c'est des étudiants qui vont être employés 6 mois après avoir fini leurs études et qui vont être bien payés. Et il me semble que, d'une certaine manière, il y a beaucoup d'universités dans le monde qui sont en train de former pour des individus pour se différencier les uns des autres et non pas suivre le propos que vous aviez évoqué d'une humanité comme vision de l'université. Donc, comment concilier ces deux aspects? Alors, Monsieur le Président, vous répondez. L'employabilité est évidemment un mot extrêmement... c'est un peu chatouilleux comme mot. Je veux dire, par là, l'université prépare à des métiers, des médecins, des profs, des avocats. Quand on dit à l'Université de Strasbourg, 45% des formations sont des formations à label professionnel. Le psychologue, c'est un titre. Bon. Mais à côté de ça, l'employabilité, on parle de sociologues. Les sociologues, les gens qui ont un master de sociologie, il en sort, je ne sais pas, une cinquantaine ou une centaine par an de nos usines. Ce sont des produits imprécis. Eh bien, l'employabilité d'un sociologue qui sort de l'Université de Strasbourg est supérieure à celle d'un mathématicien. 95% des masters en sociologie travaillent. Alors, peut-être pas. Donc, l'employabilité, elle est avérée dans nos universités. Ce qui est plus problématique, c'est la professionnalisation. Parce que l'employabilité signifie que je n'ai pas forcément un boulot qui est droit dans ma discipline. Mais les sociologues, il y en a aujourd'hui, on en rencontre dans les entreprises de plus en plus, et pas seulement pour les études de marché. Donc je veux dire, c'est aussi à nous de préparer les jeunes, et on travaille beaucoup avec les DRH, pour qu'un jeune puisse ne pas seulement parler des connaissances qu'il a acquises, mais aussi de faire un bilan déjà de ses compétences. C'est-à-dire comment les savoirs, la trousse à outils, peut servir à des compétences. Donc il y a aussi l'humanité personnelle de la fille ou du garçon qui joue. Très bien. Très bien. Madame Trottmann. Oui, je veux juste rajouter à ce que disait Michel Denneken que moi, ce qui m'a vraiment frappé lorsque je faisais partie du conseil d'administration de l'université, où je représentais la collectivité, c'est la question de la valeur et de la reconnaissance du doctorat. Quand je compare, et quand on est dans une région frontalière, on voit à quel point, en Allemagne par exemple, avoir et disposer d'un doctorat est une reconnaissance sociale du résultat de l'université, de la formation, et en soi, c'est la reconnaissance de l'aptitude à pouvoir travailler à un certain niveau dans l'entreprise, dans une administration, chez n'importe quel employeur. On ne va pas demander le détail forcément complet d'une discipline, on va considérer que quelqu'un qui a réussi ce diplôme, un diplôme de docteur, est quelqu'un qui a automatiquement une capacité sociale à pouvoir, et de connaissances, à pouvoir entrer, je dirais, dans le champ du travail. Et c'est ça que je trouve paradoxal en France. Et ça, j'ai trouvé ça, au fond, on est toujours à dire 80% d'une classe d'âge, il faut augmenter, etc. Mais qu'on regarde aussi comment nous considérons les diplômes universitaires. On a demandé aux universités de s'intéresser aux entreprises. Elles ont accueilli des entrepreneurs dans leur conseil d'administration, j'en suis le témoin, mais en même temps, reconnaissons tout de même, collectivement, le statut réel que l'on peut accorder à ce titre de docteur. Et je reconnais, je salue le travail qui a été mené par les enseignants, par les représentants étudiants, autour de ce que représentait le doctorat pour cette université. C'était d'autant plus fondamental qu'elle allait se retrouver dans un contexte européen comme elle l'est aujourd'hui, et qu'on ne peut pas parler d'égal à égal, c'est quand même aussi l'expérience, je dirais, de diplômé, c'est de pouvoir communiquer dans cette égalité, au fond, de reconnaissance universitaire. Et donc, moi, je craignais beaucoup, je peux le dire, qu'une université française soit, en quelque sorte, moins considérée
malgré sa réputation, malgré ses résultats, parce que collectivement, dans notre propre pays, on avait un peu cette difficulté à reconnaître le doctorat. Alors peut-être que ça peut encore évoluer. Moi, je vous le dis franchement, parce que j'ai été moi-même questionné, y compris en accueillant des étudiants dans notre collectivité, dans ces stages, dans l'apprentissage, puisque l'université a choisi aussi de pouvoir avoir des étudiants en apprentissage. Et donc c'est une autre manière, n'est-ce pas, de traduire cette volonté. Alors employabilité, je déteste ce terme, mais en même temps, c'est tout simplement l'aptitude à pouvoir exercer un emploi, et en particulier pour un étudiant diplômé, un emploi de responsabilité. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, dernière question. Est-ce que... Oui, monsieur, je vous passe le micro. Et on va conclure là. Et j'ai envie de vous demander, en réponse à cette dernière question, madame, monsieur, de répondre en pensant que vous avez devant vous un auditoire molésien. Et donc, voilà, je ne vous demande pas de vous faire les porte-paroles posthumes d'Abraham Moll, mais comment on pourrait boucler par rapport au thème du colloque? Merci de me laisser poser une question. Jean-Luc Fulsac, je suis ingénieur télécom en retraite, et puis pendant deux décennies, j'étais à la coopération, ce qu'on appelait autrefois la coopération technique en Afrique. Ma question porte sur l'Université de Strasbourg, 52 000 étudiants, et m'a-t-on dit 5 000 Africains. Moi, ça m'intéresse, 5 000 Africains. Ça m'interpelle. Ces Africains ont-ils une possibilité de choisir une filière, de se choisir des filières qui sont utiles à leur personne d'abord, à leur développement personnel, mais aussi au développement de leur pays, à contribuer au développement de leur pays? Et puisqu'on parle de pluridisciplinarité depuis ce matin, qu'est-ce qui est de plus pluridisciplinaire que le développement? Donc, j'encourage vivement l'Université de Strasbourg à faire quelque chose dans ce domaine, qui est une chose tout à fait concrète, d'application de tout ce qu'on vient de voir depuis ce matin, et que je souscris entièrement. Et Mme Trottmann connaît bien mon point de vue sur certaines questions. Donc, voilà, c'est la question que je soumets. Quels sont les projets, s'il y en a, de l'Université de Strasbourg par rapport à cette collectivité africaine d'étudiants, ce potentiel intellectuel, humain, et aussi de développement, et j'ajoute ce terme, forcément. Voilà. J'aimerais bien une réponse précise, s'il vous plaît. Très bien, merci. La question est donc évidemment pour le président de l'université. Alors, nous ne poserons pas aux étudiants des Afriques, comme je préfère les appeler, une question qu'on ne pose pas aux autres étudiants. Je n'ai pas à poser une question à un Australien ou à un Alsacien ou à un Africain. Donc ils viennent, on les accueille s'ils ont les prérequis. Après, je suis d'une faculté qui accueille énormément, vu l'histoire, l'importance des ordres religieux qui ont évangélisé, entre guillemets, l'Afrique. Donc dans ma fac, il y a beaucoup d'étudiants, surtout dans l'Afrique francophone de l'Ouest, mais on a aussi, chez les protestants, beaucoup d'étudiants anglophones, protestants. Eh bien, ce que je peux dire, c'est que pour la plupart d'entre eux, ils viennent, comme m'a dit un de mes professeurs, un peu noircir mon Dieu trop blanc. C'est-à-dire, ils viennent aussi nous interpeller. Et je vais vous donner, je n'aime pas trop parler de mes mérites, parce que, bon, en bon catholique, je dois en parler quand même, chère Catherine. Brièvement. Mais c'est important. Quand j'étais doyen de la faculté de théologie catholique, j'ai dit il n'est pas normal que nous ayons 27% d'étudiants qui viennent des Afriques et que nous n'ayons pas encore dans le corps enseignant un enseignant-chercheur africain. Ben, quand je suis parti de ma fac, on a élu 2 professeurs africains. Pour moi, il y a une synergie entre ce qu'ils viennent chercher. C'est pas à vous que je vais l'apprendre, vous le savez mieux que moi. On n'est plus dans la génération des règlements de compte post-coloniaux. On n'est plus non plus dans les africanistes. On est chez des jeunes aujourd'hui qui, quand ils rentrent chez eux, alors après ça dépend de l'état de leur pays, en tout cas dans ma fac, ils rentrent très souvent chez eux pour être dans des structures de formation, des universités. Ils se créent une université par an, par exemple au Cameroun, c'est formidable. Ils vont créer des IUT, donc il y a énormément de dynamisme chez ces étudiants africains, tels que je les connais.
Donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment aussi d'entendre la voix de l'Afrique. Oui. Ils ne sont plus dans une position d'assistanat, ils sont dans une position de partenariat. Et ça, c'est une évolution formidable. Après, je ne connais pas tous les 5000, il y a certainement des cas de figure. Merci. Il y a une très belle évolution. Merci pour votre réponse sur cette importante question du développement. Donc il vous appartient, Catherine Trottmann, d'adresser un petit mot à l'auditoire d'admirateurs, ou tout simplement de personnes qui ont été fertilisées par la pensée d'Abraham Moll. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire ce soir ? D'abord, je voudrais leur dire merci, en particulier à Elisabeth Romer et Pierre-Antoine Hervieux, parce que je pense que, comme l'a dit Michel Denneken, c'est essentiel de pouvoir retrouver un penseur comme Abraham Moll. Et je pensais à lui en me disant, au fond, aujourd'hui, puisqu'on parlait de numérique, il va de la physique, n'est-ce pas, de l'algorithme, d'une certaine manière, jusqu'à l'œuvre d'art. Et pour la pensée mosaïque, qui rejoignait ce que nous disions à propos de l'Université du futur, je me disais, au fond, dans une mosaïque, chaque pièce est différente, chaque pièce est unique, et que cherche-t-on dans une mosaïque ? La pièce ou le dessin ? Qu'est-ce qui fait la mosaïque ? Est-ce la pièce unique ajoutée aux autres, ou le dessin, qui n'est pas forcément un tout, mais autant de traits qui réunissent les pièces ? Je crois que Abraham Moll, aujourd'hui, sa contemporanéité, elle est liée pour moi à une absence. Elle est liée à une absence dans la pensée française, dans la manière dont nous abordons aujourd'hui les sciences de l'ingénieur, par exemple, avec un défaut sur l'apprentissage de la méthodologie. Je crois qu'Abraham Moll a été parfois perçu comme quelqu'un qui brouillait les pistes. À cause de cette transdisciplinarité, je crois au contraire qu'il a été un penseur. Il n'était pas là pour le dire, de la complexité, comme aujourd'hui on cherche à trouver les facteurs déterminants avec des signaux faibles ou avec un mapping. Et lire Moll, c'est aujourd'hui traverser la création contemporaine en comprenant aussi notre temps, ce que suscite comme questionnement et décalage chez un artiste, la perception des questions, des interrogations de notre monde. Et c'est vraiment ce que je voudrais dire, c'est en me replongeant dans ces textes, alors on le dit parfois, hein, mais pour moi c'est pas du tout un propos de circonstance, parce que j'ai envie de continuer de le lire et de le travailler, c'est de voir à quel point, à l'époque où j'ai lu ces textes, il y a quelques années, je n'avais pas compris ce qu'il disait, et à quel point aujourd'hui, pour moi, cette pensée est éclairante. Et je pense que du coup, j'avais beaucoup de plaisir, pas forcément à discuter d'Abraham Moll avec toutes les personnes qui sont ici, mais on aura encore le temps de le faire, je l'espère, dans le futur. En tout cas, merci beaucoup. Juste un petit... Monsieur Denneken. C'est pas pour avoir le mot de la fin, mais je rencontre souvent Jean-Marie Lehn. Nous avons quelques militances, lui et moi, et notamment, on a 2 ou 3 personnes pour lesquelles on souhaiterait que le souvenir soit maintenu par la topographie de l'intelligence. Donc, par exemple, nous allons donner le nom d'un espace important de Georg Büchner, qui est Büchner, médecin pluridisciplinaire, un des plus grands auteurs du théâtre allemand. Et avec Jean-Marie Lehn, ce matin, nous avons aussi décidé de proposer au conseil d'administration que soit dédicacé un lieu symbolique par le nom d'Abraham Moll, à un endroit de l'université, à choisir le plus symbolique possible. C'est pas forcément à la fac de sociaux. Parce que justement... Non, mais pas forcément. Il faut que ça soit un patio. Voilà. À réfléchir, en tout cas, le principe est retenu. C'est une très bonne nouvelle. On peut applaudir nos 2 invités.